sais pas si... Ah, mon André Messier. Check, André. Oh, mon Dieu. Camille. Oh, wow! Ça, on est au petit extra. Mais non, c'est ça qui À était moins cool. sérieux. Oh là là. Des photos de La jeunesse. madame. Hey, je La me madame. ressemble On pas. fait madame, hein? Oui, je fais bien que madame. C'est madame, Ben oui. Hop là! Oh, avec Bob White. Bob White, Fernand White. Guy et Clément Godbout. Mais cette banderole-là, elle arrive en Conseil, 95, vois-tu, celle-là. là, c'est conseil régional. Tu vois, ça, Hey, le gars de ta section locale, ça, c'est plus vieux. ça, c'est pas mal plus vieux. Conseil du travail de Code Montréal. crochet en arrière. Égal. C'est pour... Ben oui, c'est toi, hein, Guy? Oui, ça doit être un 1er mai. Ah, il Ben était oui, du bleu. Sénégal. Le 1er mai, c'est fait pour chanter Pour fêter. les grandes victoires du monde ouvrier. La réalité, c'est qu'on lutte encore et encore plus fort. Faut pas lâcher, faut pas lâcher. Na, 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 na. Ça, c'est une création de conseil. On changeait le monde dans ce temps-là. là. Quand on fait une manif, elle demande beaucoup d'organisation. Il faut qu'il y ait du monde qui sacrifie du temps. Ça coûte cher. Hein? C'est de l'argent des membres qu'on dépense là-dedans. Puis on n'est pas sûr que ça va réussir. Hein? Quand ça réussit, tout le monde se dit « Nous avons réussi ». Si ça va mal, on dit « Maudit Conseil du travail de Montréal de bâtards qui nous ont encore embarqués dans le manif ». C'est un peu ça, hein? Ils nous appelaient les pelleteux de nuages, hein? Parce qu'on avait des projets qui n'étaient pas comme les syndicats. On était un petit peu fatigants, mais c'est vrai qu'on l'était. Tu sais, je veux dire, si on regarde, on était fatigants, mais c'est sain d'être fatigant, tu sais. C'est sain d'être fatigant dans un endroit où c'est permis de l'être. Il y en avait qui disaient qu'on était de la gauche, des pelleteux de nuages, on se fait traiter de toutes sortes de choses, mais on avait des discussions politiques qui nous ont menés ailleurs, puis je pense qu'ils ont mené le mouvement syndical ailleurs. C'est intéressant de savoir que le Conseil est né la même année que la reconnaissance du 1er mai. Le 1er mai a aussi 125 ans d'histoire à travers la planète en 2011 parce que c'est les événements de Chicago en 1886 où il y a eu 4 personnes qui ont été reconnues coupables d'avoir encouragé les gens à se mobiliser et à aller manifester, qui ont été pendus sur place publique en 1886. Et à partir de là, l'International a fait de cette date-là la date de la fête des travailleurs et des travailleuses. Les grandes revendications de cette manifestation-là publique à Chicago, elles portaient justement sur le retrait des enfants dans les entreprises, l'institution de l'école publique, la journée de 8 heures, puis la semaine de 6 jours. C'était ça, les grandes revendications. Fait que c'est pour ça que c'est en lien direct avec l'histoire même du Conseil. Les racines sont les mêmes. Les racines sont les mêmes. Ouais. En fait, le Conseil, c'est des militants dans les années 1800 puis début des années 1900 qui ont décidé de se mettre ensemble. Les syndicats s'occupaient de négocier les conditions de travail, mais sur le terrain, une fois qu'il y avait des conditions de travail meilleures, mais qui vivaient quand même dans des taudis, qui n'avaient pas d'égout, que toute la question de l'hygiène, de la santé publique était en danger, les syndicats, les militants se sont embarqués pour lutter pour améliorer ça. Et c'est toujours un peu dans cette vague-là. Bon, je pense que le Conseil a toujours continué à se préoccuper, selon son temps, avec les problèmes qu'on a à vivre. Vous pourriez, comme feuilles dispersées par le vent, virevolter au gré du temps. Vous capitonnez entre les écouteurs de vos baladeurs, ou vous évadez dans le fumeux paradis. Vous choisissez plutôt, vous décidez de vous rassembler, de vous réunir, de vous unir et de vous atteler à la tâche humble et nécessaire du redressement du cours des jours. Il ne faut pas oublier que la majorité des gens qui se ramassaient à l'exécutif du Conseil du travail, c'était tout un genre de bénévoles, dans le sens où c'était des militants qui avaient une job à plein temps de jour, qui travaillaient ailleurs toute la journée et qui, le soir, sur leur temps,
venaient militer, venaient à un exécutif du conseil, venaient à l'assemblée du conseil, venaient militer au niveau des comités du conseil. La grosse majorité du monde venait là parce qu'il y avait à cœur d'améliorer le sort des travailleurs, des travailleuses. Mais d'ailleurs, moi, dans mon cas, toutes les photos qu'il y a de moi dans ce qu'on a vu, des 3 mandats que j'ai fait comme secrétaire générale, puis ni même à Urgence Emploi, c'est toutes des photos de militantes. L'histoire du conseil, c'est une histoire de militantisme, là. C'est pas une histoire de job de bureau, là. Faut pas... Quand tu dis « j'en vois enfin une qui travaille », c'est du militantisme qu'elle fait, là. Présentement, elle n'est pas sa job. On prend pas de photos le jour quand on travaille, mais on est au téléphone, on est en train d'écrire, on est en train de discuter. C'est du travail de bureau qui nous amène vers une action, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de la vie municipale, des sports, des loisirs. Dans le fond, c'est de se mobiliser et de mobiliser du monde. L'urgence, c'est l'emploi. Ça devait être un sommet socio-économique, peut-être. Je sais pas. Est-ce qu'on mettrait une bannière où est-ce qu'on a les 2 autres centrales? Tu sais, on fête notre 125 à nous autres. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Parce que c'est pas le conseil comme tel, c'est la FTQ. C'est pas Sommet, regarde, ça met sommet. sommet automne 96. Oui. OK. Non, moi, je ne la mettrais pas. Ça ne représente pas le conseil. Tu la tournes? C'est vrai? Quand on travaille avec les autres centrales, c'est toujours en vert? Oui. Couleur d'un bleu. Ah, ça, c'est Ça, l'histoire. c'est au lancement de l'histoire. Oui. OK. Pour le centenaire. Comment ça Centième. s'appelle? Sylvie Marais. Sylvie Marais. C'est le lancement du... de l'histoire. 100 ans de solidarité. La plus grande solidarité, c'est celle que notre histoire commune a contribué à tisser. C'est ça. Mais moi, je dirais aussi, c'est 100 ans de lutte pour la justice sociale. Oui. Parce que la justice sociale, oui, dans les milieux de travail, bien sûr, un meilleur partage de la richesse au sein de l'entreprise via des conditions de travail puis via des revenus, mais aussi une justice sociale plus large à travers des mesures sociales pour améliorer les conditions de vie. Et ça, on le voit en faisant l'histoire que ça s'est vraiment pas gagné tout seul. Ça a été le résultat de luttes auxquelles se sont associés aussi les mouvements sociaux, mais le mouvement syndical puis le Conseil a été un leader dans la région de Montréal pendant tout ce temps-là pour rassembler les gens autour de ces grandes luttes sociales et politiques aussi. Ça supposait des interventions à la Ville de Montréal, ça supposait des interventions auprès de la FTQ pour qu'elle intervienne auprès du gouvernement provincial. Et quand on examine les centaines de résolutions qu'on a envoyées à la FTQ pour qu'elle fasse pression sur le gouvernement du Québec, au Congrès du travail pour que lui fasse pression auprès du gouvernement canadien, on voit toute l'ampleur de cette action politique, des pressions politiques nécessaires. Moi, j'ai connu le conseil à travers la première grève des téléphonistes. Et le conseil est venu nous aider à organiser des manifestations puis à organiser des événements différents. Parce qu'imaginez que les téléphonistes, en 1979, c'était une grève où on venait de se syndiquer. C'était une première grève de femmes. C'était très, très difficile parce que les policiers fonçaient ces femmes, les femmes avaient peur, fait qu'on a dû réapprendre et on a eu l'aide du conseil pour trouver des actions à faire pendant une grève qui ne ferait pas peur au monde. Alors, on a fait l'attaque du parfum cheap, tu sais, quand ça, c'était facile, les filles, d'avoir une parfumière puis de parfumer les manteaux de vison des bosses ou les manteaux de poêle, là, quand ils rentraient, tu comprends, mais avec un parfum qui se vendait à 5 piastres le gallon, peut-être, là, tu sais, vous imaginez que l'odeur... voilà. On est allé faire une occupation de la place des Arts pendant les grands ballets canadiens parce que le conseil combinait des grèves ensemble pour qu'on s'entraide. Fait qu'il y avait les placiers de la place des Arts qui étaient en grève. Avec nous, les téléphonistes, ils nous avaient fait rentrer. Puis là, on était assis dans la salle. Là, on s'était tous levés pour aller en avant parce qu'ils étaient commandités par Bell.
expliquer notre conflit. Fait que là, on avait mis une vieille madame sur le stage, notre plus vieille téléphoniste. Et là, elle expliquait que c'était quoi la grève. Et là, l'orchestre, elle jouait plus vite, puis plus fort pour l'enterrer. Mais là, les ballerines en arrière, ils tournaient de plus en plus vite pour suivre la musique. T'sais. Puis là, elle était là. Écoutez-moi, je veux vous parler de la grève. Mais on a fait plein d'actions de même. Les gens n'ont eu pour leur argent. Qui a réussi le dîner des hommes d'affaires où on était rentrés. Plein de choses qui a fait qu'on a réussi, un, à faire des grèves différentes et deux, à passer au travers une grosse compagnie comme Bell Canada. Alors, à la suite de ça, on avait appris le conseil, aimé le conseil à travers cette aide-là. Bon, ben, on est plusieurs du Bell qui est devenu comme militantes à la base au conseil, dans les assemblées, parce que pour nous, le conseil, c'était quasiment celui qui nous avait sauvé la vie. Alors, donc, il y a eu beaucoup de militantes comme ça, de d'autres conflits, qui sont rentrés au conseil à travers, il y en a à travers l'éducation, mais il y en a eu beaucoup à travers les conflits. Début des années 80, c'est une vague de fermeture. On avait connu dans les années 60, 70, mais en 80, là, c'est les pétrolières qui ferment en série. Là. PA, Texaco, Esso. Vickers. Et là, des grands chantiers comme Vickers. Dans ce temps-là, ça a été des milliers et des milliers de pertes d'emplois. Puis on sait que derrière chaque perte d'emploi, il y a un drame personnel, familial, social important. Autant dans nos syndicats, on s'occupait très bien de santé et sécurité, autant on se sentait comme plus dépourvu quand les gens perdaient leur emploi. Bien sûr, un petit coup de main à l'assurance chômage, mais un peu moins. Au début des années 80, la FTQ décide de dire on va s'en mêler, nous autres aussi. La FTQ a décidé de mettre sur pied le Fonds de solidarité. Si les entreprises ont besoin de finances, on va être là pour les aider. On a voulu faire un peu plus. À Montréal, on voulait faire un peu plus. L'idée, c'est que quand on rencontrait les gens qui perdaient leur emploi, je me souviens très bien de Canada Packers, en tout cas des usines du sud-ouest de Montréal, les gens nous disaient, on l'a vu venir, la fermeture. Ah oui? Ben oui, regarde, ça fait 2-3 ans qu'ils n'investissent plus. L'administration est pourrie, ils n'ont pas de plan de mise en marché. Puis à un moment donné, ils disent, il y a un gars qui débarque à l'usine en cravate, puis c'est pas le permanent syndical. C'est le gérant de banque, puis il vient mettre la clé dans la porte. Alors les gens, et là, on ne parlait pas de mondialisation encore beaucoup dans ce temps-là. Mais là, les gens étaient capables d'identifier un paquet de signes de difficulté sur lequel on pouvait avoir une emprise. Mais plus que ça, quand on s'arrêtait pour en jaser, les gens avaient des pistes de solutions. Alors là, on a dit... C'est une force latente, il faut travailler avec ça. C'est les grandes lignes qu'on a retirées du dépistage des signes de difficulté qu'on avait fait en novembre. On avait fait le portrait réellement global de l'entreprise et je vous ai fait parvenir aussi le document qui est... Se mêler des finances, se mêler de ce qui se passe dans la compagnie, là, il faut surtout pas toucher à ça parce que c'est pas de nos affaires qu'on se faisait dire. Notre convention collective, oui. Mais s'occuper de l'avenir de la compagnie, non. Mais on était capable de faire valoir au patron que c'est notre avenir à nous aussi, c'est notre job qui est en jeu. On veut dire notre mot. Et à l'aide de ce guide-là, qui permettait de faire un portrait de l'entreprise sur toutes ses facettes, au niveau de la formation, au niveau de l'organisation du travail, au niveau des finances, on avait appris à se familiariser un peu avec les finances, au niveau du marketing, du développement de l'entreprise. On était capable de se faire un portrait. Le monde s'appropriait ce portrait-là. Et là, on était capable de dire au patron, ah, regarde, ça marche pas là, ça marche pas là, il faudrait changer ça. Si on se faisait dire, c'est pas de tes affaires, on disait, OK, pense-y bien. Nous autres, on va sortir ça public. Là, il pensait à 2 fois. Si ça marchait pas encore, on le sortait public, on s'associait aux gens, les acteurs du milieu, les leaders du milieu, le monde politique. On était capable de shaker la cabane jusqu'au
gouvernement municipal, provincial et fédéral. On est intervenu auprès des gouvernements, on a été chercher des montants d'argent, des gros montants d'argent, puis on a poussé dans le dos de l'employeur. Et là, lorsque la nouvelle direction est arrivée par après, il y a comme eu... bien là, le syndicat là, va prendre son trou. Va reprendre son trou. Non, mais c'était ça. Va prendre son trou. Puis il va nous... Dans le fond, là, quand j'aide à sauver sa shop, là, on sauve la job ici des gars puis des filles. Et ça, cette démarche-là, c'est ça qu'Urgence Emploi a essayé de développer dans les sections locales. Par de la formation, en les accompagnant, en écrivant des bilans pour eux, un peu tout ça. Fait que c'est ça, en gros, le service, concrètement, là, de la façon qu'il s'est développé. Vous pourriez, comme feuilles dispersées par le vent, goûter le temps qui passe, regarder la vie défiler par la fenêtre de votre télé, ne combattre le mal que dans des jeux vidéo. Vous choisissez plutôt, vous décidez de tendre la main, serrer les coudes, de raccommoder ensemble les mailles et les échancrures de l'injustice. Arriver privatisé, c'est pas notre projet de société. Pas notre projet de société. Ce que je me souviens, c'est qu'on avait traversé une grosse crise au début des années 80. Oui. Des centaines de milliers d'emplois qu'on a perdus au Québec, puis dans la région de Montréal, des milliers d'emplois qui ont été perdus, effectivement. Puis il n'y avait pas grand-chose pour structurer la communauté, entre autres. Et c'est là qu'il s'est mis sur pied tous les comités dans le sud-ouest et même dans l'est, pour faire en sorte de dire si le gouvernement, puis si les structures politiques ne sont pas capables de mettre des choses en place, c'est là que les gens se sont organisés et c'est là qu'il y a eu des alliances avec justement les gens de la communauté et la société civile s'est prise en main d'une certaine façon pour dire il faut qu'on fasse quelque chose pour répondre à cette crise-là économique. Et le Fonds de solidarité aussi est dessus de ça. Des années 70, on n'aurait jamais été capable de parler de concertation entre les employeurs, les élus municipaux puis les syndicats pour améliorer l'emploi à Montréal. Dans les années 80, il y a eu une évolution au Québec qui a fait en sorte que une des choses, en tout cas, qui a marqué les années 81 à 95, c'était l'implication du Conseil dans toutes les tables, ou même de générer des tables de concertation pour faire en sorte que les représentants d'employeurs et les représentants des syndicats puissent s'asseoir ensemble avec les élus municipaux pour justement se donner des moyens pour arrêter de se battre les uns contre les autres qui fait fuir l'emploi. Comment est-ce qu'on est capable de structurer puis créer des emplois à Montréal, de développer l'économie, ce qui a amené une table de concertation au niveau de la Ville de Montréal et qui a fait qu'aujourd'hui encore, les syndicats sont présents dans des lieux de concertation au niveau régional pour s'assurer justement du développement de l'emploi, mais aussi du développement social. On a vraiment réussi un bon coup lorsqu'on a commencé à faire des alliances syndicats, communautés locales ou communautés régionales. On venait de doubler notre force parce que quand on fait une bataille locale, c'est l'employeur, puis on a à faire des pressions, mais quand on élargit, que ce soit pour maintenir une entreprise ouverte ou pour des conditions sociales, les conditions sociales, là, tous les sujets qu'on peut imaginer qui ont eu un enjeu important, on était là. Transport, éducation, tout ce qui s'appelle la santé, on était là. Mais les batailles où on est capable de faire alliance avec la communauté, c'est une force extraordinaire pour faire bouger le monde politique. Accrochez-vous de la scène autant que vous pouvez pour que nous formions ensemble une masse aussi compacte que possible devant les bureaux de Jean Charest. Moi, je voulais parler de quelque chose qu'on ne voit pas sur des photos, c'est des résultats. Puis je pense particulièrement au niveau de l'éducation. Le conseil, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se regroupent dans des salles de cours avec une équipe de formateurs, de formatrices, des gens de différents milieux, de différents syndicats. Ça fait prendre conscience que les problèmes, même s'ils sont vécus de façon bien différente, je sais pas, moi, si tu mets dans un cours en santé-sécurité quelqu'un qui vient de l'alimentation, dans un abattoir... Une téléphoniste de Bell. Quelqu'un des postes, quelqu'un d'un hôpital, quelqu'un de pétrochimie, ils vivent pas la même réalité de travail. Ils échangent quand même à l'intérieur des formations sur les solutions qu'ils trouvent pour se rendre compte à la fin de la formation que les solutions, elles sont les mêmes pour tout le monde. Toi, tu parles de l'éducation. Ça a été pareil avec le dossier de conditions féminines. Les femmes, tu sais, la FTQ, c'était peut-être 133 000 femmes, mais il restait 330 quelques mille gars, tu sais. Alors, il n'y avait pas beaucoup de place dans les syndicats
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats de femmes, c'est des syndicats de gars à l'intérieur duquel on trouve des femmes. Il n'y avait pas beaucoup de place pour militer pour les femmes, mais le conseil était le berceau du militantisme. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de femmes. Elles apprenaient à parler au micro. Elles étaient déléguées pour aller au congrès de la FTQ. Elles étaient déléguées pour aller dans les colloques, des choses qu'elles ne pouvaient pas faire à travers leur syndicat. Et puis, à force, elles apprenaient sur les comités, elles apprenaient au comité exécutif, elles se développaient. Puis après ça, les syndicats les remarquaient, les trouvaient bonnes. Puis là, oups, elles retournaient chez elles, on leur offrait des postes de permanente syndicale. Ben, moi, j'étais jeune, pas encore tout à fait féministe, mais tu sens que c'est là, puis tu le sais pas encore, puis tu sais, mais à un moment donné, tu te mets à le vivre parce que tu le comprends mieux toi-même. Puis tu le comprends mieux parce que tu te retrouves dans des situations de cours ou avec d'autres femmes, puis tout ça. Le conseil, c'est un lieu inspirant, c'est un lieu pour apprendre parce que c'est un lieu qui est toujours un petit peu en avant de ce qui va arriver. Au sein de la FTQ, la question des femmes, c'est le conseil qui l'a porté d'abord et avant tout. Le premier cours sur la condition féminine, c'est le conseil qui a mis ça sur pied. Le changement de nom, c'est le conseil qui est derrière ça. C'est le conseil qui a été derrière l'évolution des femmes de la FTQ. Mais c'est aussi vrai dans un paquet d'autres dossiers. Tu sais, si le conseil a mis sur pied le service des délégués sociaux, puis j'imagine que d'autres en reparleront, c'est justement parce qu'on s'est dit, au-delà du grief, il y a d'autres problèmes des milieux de travail auxquels on ne s'est pas donné les outils pour répondre. Puis on s'est dit, il y a de la détresse chez nos gens, puis il faut être capable de les aider, il faut être capable d'identifier cette détresse-là, puis d'intervenir. On demandait ça aux délégués, de quoi ils viennent vous parler, les travailleurs. C'est quoi les problèmes avec lesquels vous êtes confrontés, qui ne sont pas couverts par la convention collective, mais que les gens viennent vous raconter. Et là, bon, ils nous ont parlé d'alcoolisme, ils nous ont parlé de violence faite aux femmes, ils nous ont parlé de l'ensemble des problèmes. Et à partir de ça, lorsqu'on a été capable d'embaucher quelqu'un, on a regardé ça. Puis là, on s'est allié à des professionnels, à des psychiatres, des gens d'intervention, les AA, entre autres, des gens qui, du milieu plus extérieur au mouvement syndical, pouvaient nous aider à comprendre puis à se donner une démarche. On ne voulait pas créer des intervenants sociaux dans le milieu de travail. On voulait créer un réseau de ressources qui fait en sorte que tu as une personne identifiée à ton syndicat que tu vas pouvoir aller voir, qui va te conseiller pour... Y a-tu des ressources pour t'aider? S'il y en a, il va même aller avec toi, t'accompagner pour les rencontrer. Il va faire en sorte de pouvoir t'aider, tout en gardant la confidentialité. Bon, bien, merci beaucoup d'être là. Déjà, les délégués sociaux, je me souviens d'un congrès qui se plaisait à dire ça a comme humanisé notre syndicat. Puis le syndicat, il s'occupe pas juste de choses techniques, griefs, conventions collectives, mais qui s'occupe aussi de nos problèmes. On est des travailleurs de rue, mais en milieu de travail. Vous pourriez, comme feuilles dispersées par le vent, vous poser, vous reposer, tenter d'engourdir les fatigues et les douleurs d'un travail qui accable votre dos, vos mains, vos yeux. Vous choisissez plutôt, vous décidez de dresser un barrage humain contre les coulées toxiques du capital et de canaliser les eaux vives de l'entraide. Le conseil, le travail qu'il fait, puis qui porte, puis qui a des résultats, c'est tout au niveau de la solidarité à développer entre les travailleurs de différents secteurs, d'horizons différents, que ce soit des syndicats québécois ou des syndicats qu'on appelle internationaux, qui n'ont pas nécessairement les mêmes coutumes, qui n'ont pas les mêmes habitudes. À un moment donné, ils se retrouvent dans l'action, que ce soit pour appuyer un ou appuyer l'autre, ou développer aussi des nouveaux outils. Donc, c'est une façon de créer aussi avec ça un mouvement de solidarité intersyndicale à Montréal, qui est passé depuis les années 70, passé à travers toutes les crises intersyndicales qu'il y a pu y avoir, les chicanes entre la CSN et la FTQ Construction, toutes les chicanes qu'il y a pu y avoir, toutes les campagnes de maraudage. Réformer la fiscalité! Une question de choix! Réformer la fiscalité! Une question de choix! Oui, répartir la richesse! Une question de choix! À partir des années 90, il y a un contexte qui change beaucoup. C'est
la mondialisation est freinée. Et là, il n'y a plus rien de logique parce qu'une entreprise très rentable, ici, peut fermer pour des considérations économiques pour garder une entreprise. Bien, regardons Electrolux, là, ce qui se passe. Regardons Shell. Regardons Shell. Là, il n'y a comme plus rien de logique. Là, on en perd encore un peu nos moyens. C'est la privatisation des services publics, le désengagement de l'État. Et ça, on l'a vécu. Et nous autres, je pense qu'on a été au centre de ces luttes-là. Puis même, parce que ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau provincial, fédéral et local. Au niveau fédéral, on l'a vécu plus par les coupures de l'assurance-emploi. Au niveau du Québec, on s'est battu pour l'amélioration du salaire minimum avec des organisations comme au bas de l'échelle et aussi avec toutes les organisations syndicales en intersyndicales. Au niveau local, c'était plus où j'étais contre le fait qu'on puisse tarifer l'eau, des choses comme ça. Fait que je pense que toutes ces coalitions-là, quand on n'en était pas les initiateurs, on en était partie prenante, tout au moins. La mondialisation, hein? Les jobs se perdaient pas parce qu'il n'y avait plus de richesse qui se créait. Hein? La réalité, c'est que la richesse était de plus en plus mal répartie. On le sait tous. Hein? Depuis le début des années 80, on a vu les salaires des patrons par rapport aux salariés dans les usines se différencier à un point tel qu'il n'y a plus de commune mesure. Je me rappelle un moment donné, le ministre Axworthy, un moment donné, qui est allé dire oui, les chômeurs, ça s'en va dans le sud pendant que c'est en prestation, mais elle se revient de bord, elle dit la semaine prochaine, la manif, elle dit, elle est au bureau de Longueuil. Elle dit on va lui dire c'est quoi le sud. Dans les chaises longues, dans le bureau du chômage, puis on disait c'est vrai que les chômeurs sont dans le sud, tu sais. Une autre coalition importante, c'est la coalition sur l'eau. Ça aussi, c'était l'initiative du Conseil. En fait, avec une discussion avec nos syndicats et d'autres intervenants dans le secteur, on sentait que la Ville de Montréal s'apprêtait peu à peu à vouloir privatiser tout son réseau d'aqueducs à Montréal. Il faut se rappeler que la question de l'eau, elle est vitale. Hein? Se mettre à tarifer l'eau, là, c'est comme si on commence à te dire on va te payer, on va te charger pour l'air que tu respires. C'est aussi vital. Là. Et puis c'est tout aussi la question que dans le passé, pourquoi on a municipalisé les eaux? Là? C'était tous les dangers de santé publique et tout ça. C'est comme ça qu'on en est venu à la conclusion qu'il fallait les municipaliser. Puis là, on s'est mis à creuser puis on s'est mis à travailler avec des intervenants dans le dossier. On est tombé sur un rapport au gouvernement du Québec qui disait que tout était comme attaché, ça allait bien, on allait faire ça dans tel ordre, puis que la seule affaire qu'il fallait s'assurer de faire comme il faut, puis c'était là-dessus que le texte terminait, c'est qu'il fallait gérer l'opinion publique. Mais tout était aligné. Après ça, avec la chaire de l'eau, on découvre que le Montréalais moyen, il consomme 1 mètre cube à peu près par jour. Puis à la Ville de Montréal, nos cols bleus, pour le produire, ça coûtait à peu près 15 cents le mètre cube. Puis tout ça, hein, ils voulaient privatiser, mettre un compteur d'eau, t'envoyer un compte mensuel pour à peu près 15 cents par jour. Ça fait pas de sens comme administration puis comme nomenclature tu es en train de mettre à côté de ça. Il y avait anguille sous roche. Parce que ils n'arrêtaient pas de dire ça va permettre aux gens d'économiser parce que là, ils gaspillent. À Montréal, là, 75 % des Montréalais sont des locataires de 2e puis 3e étage. Ils n'ont pas de piscine. Ils peuvent même pas laver leur char. Ils n'ont pas accès à une hausse. Fait que quand on dit qu'il y a du gaspillage sur l'île de Montréal, là, le problème il est dans le souterrain. Puis ça, c'est pas les gens parce qu'ils vont avoir un compteur d'eau que ça va le régler. Mais en tout cas, on a tellement déboulonné une après l'autre les affaires. Puis on a eu 3-4 grosses conférences de presse qui ont beaucoup punché. Puis le dossier, finalement... C'est sûr que c'est un dossier qui va revenir un jour. Moi, je suis sûre que la Lyonnaise des eaux, elle continue à saliver. Mais moi, je pense qu'on a fait un sérieux travail à ce moment-là. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on s'est donné un bon 12-13 ans de répit. On n'entend toujours pas parler. Mais je pense que cette coalition-là, elle avait été importante. Puis d'ailleurs, elle a continué sous une autre forme avec la coalition Au Secours puis les porteurs d'eau, dont font partie les artistes aujourd'hui. Opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Je trouve ça très dommage de vivre aujourd'hui dans un monde où le think tank de droite ne cesse d'attaquer le mouvement syndical en disant que la formule reine devrait même plus être là, qu'il faut modifier les lois du recrutement, qu'ils n'arrêtent pas de payer pour des sondages pour se faire dire par de nos membres, qu'ils remettent en question qu'une portion de la cotisation puisse être
utilisés pour faire de l'action politique. S'il n'y avait pas eu d'action politique, il n'y aurait pas ces programmes sociaux-là. Puis si les syndicats n'avaient jamais fait d'action politique, ils seraient encore dans le placard parce qu'il était illégal. S'il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier, moi, je pense que c'est celle-là. Sans celle-là, on retourne au placard. On essaie de faire croire que les acquis sont là, puis qu'on les perdra pas. C'est qu'on n'a plus besoin des syndicats. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement sur un paquet de choses, entre autres sur l'avortement, sur la privatisation des système de santé, on voit que c'est faux. Si cet outil-là n'est plus aussi fort qu'il l'était, mais on va reculer. La société va reculer. C'est pas juste le syndicaliste qui va reculer, ça va être la société qui va reculer dans son ensemble. La démocratie, le bien commun et la justice, c'est une question de choix. On a l'impression, quand on est au Conseil, de faire partie d'une grande tradition syndicale, ouvrière, puis en même temps, on sentait qu'on avait le droit d'innover, le droit de changer des choses, puis de faire en sorte que cette tradition-là soit encore mieux, d'une certaine façon. Chacun apportait son petit souci de rejoindre le plus de monde, de rester objectif dans certains cas, d'être mobilisant, mais il y avait un souci constant de toutes ces affaires-là, puis je vais lâcher le gros mot, c'était intellectuellement très stimulant. Cette solidarité-là, c'est sûr qu'elle fleurissait partout parce qu'on la vivait au quotidien. C'est d'être constamment, mais constamment en lien avec des personnes qui voulaient changer des choses. De faire ce job-là faisait en sorte que moi, j'étais meilleur comme individu, que je pouvais me sentir plus valorisé, mieux dans ma peau, puis d'avoir l'impression d'avoir accompli des choses pour les autres. Ce qui me stimulait au jour le jour, c'est de voir du monde être capable de se tenir debout. J'ai découvert la force du mouvement syndical comme outil de changement, mais j'ai une petite maxime que j'aime à répéter des fois, puis c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est tout seul, on va peut-être plus vite, mais en gang, on va beaucoup plus loin. Non, mais après le conseil, on allait toujours prendre un verre. Ça, c'était le fun parce qu'on se ramassait des gangs. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on vieillissait quand on a commencé à plus y aller. Non, aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous des enfants. Parce qu'on avait... à la maison. Non, c'est parce qu'on a changé aussi de place de faire nos réunions. Ouais. Les bars autour. Le monde ne voulait plus aller manger. Dans notre temps, c'était chez là, on Jean allait Victorin. souper. On allait, là, puis avant ça, ça avait été... Au bistrot Saint-Denis. Ça allait Saint-Hubert. On se ramassait beaucoup dans le sous-sol. Oui.